Ah oui, c'est bien ici, c'est sûr que c'est ici. 1761, Vernet, il s'est mis là où je suis, c'est formidable. J'aimerais bien refaire son tableau, oui. Ah, mais je vois la goudronnerie était plus petite à l'époque. Et puis alors, il n'y avait pas tous ces arbres, donc comment faire? C'est pas possible ça, non. S'il revenait, il ne pourrait pas faire le même tableau. Il faut que je trouve un autre endroit si je voulais refaire du Vernet aujourd'hui. Ce tableau, la vue du port de Rochefort, que Joseph Vernet peint en 1762, pour nous, aujourd'hui, à Rochefort, il a une place très particulière. Ce tableau, en fait, il prend place dans une commande très prestigieuse que Louis XV lui-même passe à Joseph Vernet. Alors, Joseph Vernet, c'est un peintre qui est né en 1714, et il est connu comme peintre de marine. Il rentre à l'Académie, il est reconnu au moment où il reçoit cette commande en 1753. Il doit réaliser 24 vues des ports de France. Alors pourquoi cette commande? Elle est assez inhabituelle. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de grandes commandes comme ça sur une durée en plus assez longue, puisque Vernet va mettre 10 ans à réaliser, non pas 24, mais 15 tableaux, ce qui est déjà pas mal. On peut penser qu'il y a d'abord, de la part du ministère de la Marine, une volonté d'exister auprès du roi. Il y a aussi sans doute l'idée, alors cette fois plutôt au niveau du roi lui-même, qu'il est important de glorifier la richesse, l'opulence, la magnificence du royaume à travers ces ports. Et les ports, c'est là où passe la richesse, c'est là où passent aussi les colonies, c'est là où passe la grandeur finalement de la nation et donc du roi. On peut aussi imaginer que la marquise de Pompadour n'est pas totalement étrangère à cette commande, parce que le surintendant des bâtiments du roi, qui s'appelle Marigny, et son propre frère, et c'est lui qui a la charge du suivi de cette commande que Louis XV lui-même passe à Joseph Vernet. Joseph Vernet, dans les courriers qu'il adresse à Marigny, se plaint beaucoup du paysage de Rochefort. C'est tout plat, pour lui c'est pas pratique. Alors il va devoir un peu forcer et créer une composition qui lui donne ce pittoresque auquel il est tellement attaché. Et on voit très bien qu'il va créer une perspective très très forte. Il y a le bâtiment de la Corderie, la berge de la Charente elle-même, et tout ça aboutit comme ça à une espèce de point central très très marqué, qui est la caractéristique de son tableau. Et bien alors, autre caractéristique, et ça c'est vrai de tous les ports de France, de Vernet, c'est la place du ciel. C'est pratiquement les 3/4 du tableau. Alors c'est original quand on représente un port, c'est qu'en fait il représente surtout du ciel, avec une virtuosité d'ailleurs exceptionnelle. Alors là il montre son extraordinaire maestria à représenter les éléments naturels, et le ciel qui renforce avec des obliques, avec des panaches de fumée, comme si l'activité humaine venait se confronter à la nature. C'est d'ailleurs très, très cohérent avec l'histoire de Rochefort. Et puis on voit aussi qu'il n'hésite pas à modifier légèrement la courbe de la Charente pour qu'on voit correctement tous ces bâtiments. On voit ici une cale de construction. Alors comme on sait exactement quand Joseph Vernet était à Rochefort, on peut même dire que c'est un vaisseau de 90 canons qui s'appelait l'Impétueux. On a évidemment des vaisseaux qui sont en Charente. Cet édifice qui est un peu central, qui prend même une place tout à fait considérable dans le tableau, il a aujourd'hui disparu. En fait, c'était quelque chose de très modeste. C'était une espèce de petite porte qui surmontait un pont, qu'on voit d'ailleurs très bien, le pont de la Cloche. Il était très connu parce que beaucoup d'ouvriers passaient par là pour aller dans la partie nord ou la partie sud de l'Arsenal, donc c'était un point central. Mais évidemment, là, il prend une place tout à fait exceptionnelle aujourd'hui. Pour nous, il évoque la porte du Soleil, ça n'a rien à voir avec la porte du Soleil, c'est absolument pas une porte, un arc de triomphe, enfin, c'est quelque chose d'assez modeste. À côté, ici, on voit sous cette couverture de charpente, c'est la double forme de radeau avec un vaisseau qui est en train d'être réparé. Ici, bien sûr, la Corderie, et puis on voit également ce qu'était à l'époque l'église Saint-Louis, avec son clocher pointu, et qui est aujourd'hui la tour des Signaux, parce que le clocher sera rasé à la Révolution pour faire de cette tour un sémaphore. Alors, il y a une scène qui est particulièrement valorisée, disons même une activité de l'Arsenal, qui est la fabrication des cordages. C'est assez logique, puisque son bâtiment central dans son image, c'est le bâtiment de la Corderie, et il arrive à expliquer ce qui se passe dedans, tout en restant dehors. Alors ça fait partie à la fois des contraintes qu'on lui impose à ce pauvre Vernet, mais en même temps, ça fait partie de son talent à lui.
Et on voit arriver, alors il y a plusieurs scènes qui sont reliées entre elles, si on veut bien les relier. Ici, on débarque des grands ballots de chanvre avec cette grue là. Les ballots sont transportés, en fait ils sont roulés sur eux-mêmes, sans grand soin. Là on voit que les ballots de chanvre arrivent ici, il y a tout un tas, ils sont rangés dans cette partie de la corderie, c'est là qu'est stocké le chanvre brut. Et puis une fois que les cordages sont réalisés, ils sont mis comme ça sur des espèces de bâtons portés ou roulés pour les plus larges d'entre eux, et ils repartent soit pour armer un navire, soit pour être emportés dans les colonies. Donc sur le tableau de Joseph Vernet, on voit effectivement les ballots de chanvre qui arrivent par gabarre le long de la Charente. Ce chanvre va provenir de différentes régions françaises, d'Auvergne, d'Anjou, du Berry, de Bretagne également. Il arrive qu'on en importe de Russie ou du sud de l'Italie également. On sème à peu près au mois d'avril et on récolte au mois de septembre. Ensuite, on va récupérer ces plantes qui font entre 2 et 4 mètres à peu près, et on va les faire sécher. Donc, parfois, on utilise des fours, des halloirs qui vont accélérer le séchage. Et une fois que la plante est sèche, on va broyer l'écorce, la chenoute, pour récupérer la vive qui est à l'intérieur. Une fois qu'on a récupéré ce chanvre, on va d'abord, avant de le faire pénétrer ici, l'examiner, parce qu'il faut faire des cordages de très bonne qualité. On est sur un site avec une certaine exigence royale. Et donc du coup, on va examiner si la couleur est bonne, il doit être gris perlé, si l'odeur est assez forte, il doit sentir assez fortement le pourri. Et on va aussi vérifier si dans les ballots de chanvre ne se cacheraient pas des pierres ou des surpoids pour augmenter le prix de la livraison. Ensuite, ce chanvre va être battu dans les ateliers des espadeurs qui sont dans la partie sud. Donc de grandes battes de bois, qu'on appelle les espades, vont servir à battre et à éliminer encore les morceaux de chenoute qui peuvent rester dans les fibres. Il va falloir encore peigner ce chanvre. Donc la filasse va être projetée sur de grands serrants, des pointes en fait en métal qui sont de plus en plus resserrées au fur et à mesure qu'on affine le peignage. Et cette filasse va être ensuite mise sous forme de peignon. Donc le fileur va s'armer d'un peignon de chanvre, fixer en fait une partie de fibre à un crochet du rouet d'un côté de l'atelier. Le fileur, il va commencer à faire une petite boucle accrochée à un crochet, et pendant que son collègue actionne la manivelle et fait actionner les crochets, il va reculer comme ceci. Et il obtient ce que l'on appelle le fil de carré. Un bon fileur faisait en moyenne 20 fils par jour, autour de 100 km, de cette façon à frotter entre ses mains et à aussi assurer la torsion et le diamètre idéal pour les fils de carré. Donc ces fils sont mis sur des tourets. Ce sont des bobines de 300 mètres qui vont être utilisées dans l'atelier des cordiers. Donc cet atelier mesure 300 mètres au rez-de-chaussée de la Corderie Royale. Donc on a d'un côté une partie de machine qui s'appelle le chantier qui va être fixe avec des crochets sur lesquels on va installer les fils. Et on va étirer ces fils sur les 300 mètres d'atelier, donc jusqu'à l'autre bout de la corderie, pour les relier à une espèce de traîneau qui a elle-même des crochets. Entre les deux, on va installer des chevalets pour permettre de séparer les faisceaux de fils et puis de ne pas les laisser traîner, éviter qu'ils s'en mêlent également. Et on va travailler donc sur ces 300 mètres en tournant les manivelles. Donc parfois, il y avait 2 ou 3 hommes par manivelle. Tout dépendait du nombre de fils qu'on avait installés sur les crochets, qui dépend lui-même du type de cordage qu'on veut obtenir. Sur un bateau, il y a tous les diamètres possibles de cordage. Et effectivement, on pouvait avoir besoin de plus ou moins d'hommes pour réaliser ces cordages. Donc on va tordre les fils, les mettre ensemble, ce qui veut dire, en fait, ce qui explique le mot commettre. On parle d'une pratique de commettage au tiers. Et donc cette technique va mettre les fils ensemble dans un premier temps, puis ces fils vont constituer des taurons, et ces taurons vont à leur tour se mettre ensemble. Donc on va obtenir un cordage au final qui fera une encablure à peu près, c'est la norme des cordages à l'époque, c'est à peu près 200 mètres. Mais pour obtenir ces 200 mètres de cordage, il nous faut des ateliers sur 300 mètres parce que la torsion va faire perdre la distance initiale des fils. On va perdre à peu près un tiers du fil. Donc on va reproduire le geste en fait des cordiers pour se projeter en fait dans la technique du commettage au tiers. Comment se réaliser les cordages. Il faut s'imaginer que là, entre les deux parties du métier accordé, on a 300 mètres de long. Donc nous, on va se contenter de mettre 4 fils par crochet.
La résistance en fait de cette partie ici va faire que la torsion s'inverse et donc du coup les torons à leur tour se mettent ensemble et on obtient le cordage. J'ai entendu dire que la benne pommelle était arrivée à Kiev. Ah oui? Et que nous rapporte-t-elle cette fois-ci? Elle nous apporte des jolis tissus ainsi que des épices venues d'Inde. Magnifique. Une des grandes vertus de ces tableaux de Vernet, c'est qu'ils représentent l'humanité dans sa vie quotidienne. C'est vraiment là on a ici la pause, c'est la pause déjeuner quoi. Donc c'est des travailleurs qui s'arrêtent, qui sont là. Donc il y a un homme, une femme, ils mangent, ils boivent. À côté il y a un autre groupe qui profite visiblement des services d'une porteuse d'eau pour également boire. En dessous on est en train de jouer. Est-ce qu'on joue au dé, aux cartes? Une petite fille qui se cache. Plein de petites histoires, plein de petites scènes très simples, très humaines, que personne ne représente en dehors de Vernet au XVIIIe siècle. Alors pour nous, ça a évidemment une valeur, on rentre vraiment dans le quotidien de ces gens du XVIIIe. Puis au-delà de ça, c'est une façon de porter un regard bienveillant aussi sur l'humanité. Je pense que Vernet était un homme bienveillant. En 1763, à la fin de la commande du travail de Vernet, le roi aurait dit au ministre de la Marine que jamais il y aura de marine que dans les tableaux de M. Vernet. Ça montre à la fois sa gloire, mais aussi l'échec à rénover la marine et en faire une flotte puissante au niveau européen. On peut se demander ce que cette commande pourrait donner si aujourd'hui elle était formulée, qu'est-ce qu'on ferait, quelle mise en scène on ferait, puisqu'encore une fois, les tableaux de Vernet, c'est du théâtre, ou peut-être c'est du cinéma. Oui, je pense que si Vernet y aura une... comme il aimait quand même mettre de la fantaisie dans ses tableaux, il ferait peut-être bien un truc comme ça, où il mettrait ce qu'on a construit aujourd'hui à côté de ce qu'il a vu. Vernet, il voulait être un grand peintre et il voulait parler de la grandeur du roi et de la nation. Nous, je pense qu'aujourd'hui, on aurait des ambitions plus modestes, mais peut-être que ce cadrage-là, ce projet-là, s'inscrit aussi dans une continuité qui va jusqu'à nous, puisque la force de l'image n'a jamais cessé d'exister.